Erev Tov, bonsoir à tous, à toutes. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manito et en début de semaine, ça fait toujours du bien de retrouver le Rav Shuraki. Nouvelle mitzvah. Donc, on va parler de mitzvah très spéciale, à mon avis, une mitzvah un peu volontaire, comme ça, le Nazir, la mitzvah du Nazir. Une mitzvah aussi où il y a un korban à la fin et tous les commentateurs nous posent la question pourquoi ce sacrifice. Beaucoup de questions. C'est ce soir, c'est tout de suite avec le Rav Shuraki, la mitzvah du Nazir. Bonne étude à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, c'est une mitzvah assez particulière, cette mitzvah du Nazir, qui d'ailleurs est assez en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on conçoit dans l'ensemble des nations lorsqu'on parle de Nazirout, puisque chez nous, le Nazir a trois lois fondamentales, celle de ne pas devenir impur en aucune façon, celle de ne pas boire de boissons à base de raisin, de vin et autres, et de ne pas se couper les cheveux. Mais par exemple, le nazir n'a absolument aucune notion d'abstinence conjugale, ce qui est dans l'ensemble des peuples, lorsqu'on parle de nazir ou d'idées justement le premier point qui est évoqué, c'est le fait de relations conjugales. Or, chez nous, il n'y a pas du tout cette notion-là qui est évoquée, même si, d'une certaine façon, on entrevoit pas l'interdiction de cette chose-là, mais la déviation qui s'est produite dans la paracha de la femme Sota, qui est évoquée juste avant le nazir dans la Torah, en disant le nazir, d'une certaine manière, ça peut être une sorte de vœu que fait quelqu'un pour s'éloigner de tout ce qui risquerait, notamment la boisson, le faire perdre son humanité, sa conduite morale, et qui aussi, dans les conduites des mœurs, risquerait de le faire fauter ou d'entraîner une faute d'une façon ou d'une autre, puisqu'il s'agit soit pour lui, soit pour la femme sota. En tout cas, à ce qui concerne le nazir, il convient d'essayer d'approcher cette mitzvah-là, notamment par le fait qu'il y a quelque chose d'ambivalent, j'allais dire, dès l'origine même de la notion même de nazir. À la fois le mot nazir lui-même, à la fois la façon dont la mitzvah est formulée dans la Torah, il y a déjà de façon linguistique une double lecture de ce que signifie le nazir ou ce que fait le nazir au moment de faire cette mitzvah. Par exemple, le passou qui est évoqué pour parler du nazir, Ish o Isha qui afflie l'indor neder nazir, il y a cette évocation d'un homme ou d'une femme qui afflie. C'est quoi ce qui afflie? Qui va faire un vœu de Nézira, mais pourquoi on dit qui afflie? Et sur cette notion de yafli, on a deux lectures. Une première qui parle de l'idée de pélé, de quelque chose de merveilleux, de quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un qui sort de la conduite habituelle en bien, en s'éloignant de toutes les tentations, de toutes les conduites, je dirais, normales de l'homme. C'est le mot Pélé qui est évoqué dans l'Haftara qu'on a lu à propos de l'ange qui vient voir la femme de Manoir. Pourquoi poses-tu la question, quel est mon nom? Véou Péli. Péli, c'est le Pélé, c'est le miracle, c'est quelque chose d'absolument d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est parfois le même mot qui est employé lorsqu'on parle d'un vœu pour parler les fallets néder, l'idée de Pélé qui est liée avec la parole d'une manière générale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un miracle dans le fait même de pouvoir parler, de pouvoir formuler? Est-ce que toute formulation n'est-elle pas déjà pour l'homme miracle? Première donc lecture de qui afflie l'indor néder nazir. Mais à côté de ça, on a Rashi qui nous dit tout simplement qui afflie, c'est quelqu'un qui se distingue, mais qui se distingue simplement de façon différente des autres. D'ailleurs, même en français, lorsqu'on prend le mot de distinguer, on peut distinguer deux choses de façon horizontale, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Mais on peut aussi, par cette distinction, en élever une. C'est une distinction qui devient un peu verticale. Quelqu'un est quelqu'un de distingué par le fait justement qu'il s'élève au-dessus de la conduite générale. Le mot yafli est interprété par les commentateurs soit dans simplement quelqu'un qui est distinct des autres par sa conduite originale, qui sort de l'ordinaire, ou alors c'est quelqu'un qui s'en distingue en s'élevant, en obtenant un surplus de proximité, de kedusha, de s'éloigner, par exemple, de l'impureté, et par là, il est élevé au-dessus du reste des Juifs. Et d'ailleurs, le mot nazir lui-même peut se lire de deux façons. Le premier, c'est pour l'idée de Nézer. Nézer, c'est une couronne. Nézer Elohav al Rocho,
il a comment dire, ses cheveux, cette crinière, ces grands cheveux qui lui, sont comme pour lui une sorte de couronnement. Il est anobli, distingué par le haut. Et le mot nazir peut aussi se lire de l'idée de zar, mouzar, nazoru achor, quelqu'un qui se distingue, mais qui se distingue de façon étrange. Et c'est pour le moins étrange, quelqu'un hirsute avec tous ses cheveux qui lui restent. Et donc, on pourrait le lire, le nazir, pas du tout dans le côté couronné par le haut, mais simplement distingué de façon surprenante. Et c'est dans ces deux mots-là que se trouve déjà toute l'ambivalence du nazir. Toute l'ambivalence du nazir qui est à la fois quelque chose qui semblerait un surplus de Kedusha, mais en même temps quelque chose qui, pour certaines lectures de la Torah, se transforme en chet, ratat. Il chata à la nefesh. Il aurait peut-être même une faute à vouloir prendre sur soi plus d'interdictions, plus d'ascèses que la Torah n'en demande. Est-ce que ce ne serait pas, à travers le nazir, transformer la Torah en différentes Torotes? Chacun pourrait, à sa façon, à travers le nazir, et peut-être d'une manière générale, avec l'ensemble des Nédarim, se créer différents niveaux de pratique, différentes Torotes, Afichat à Torah, l'Ishte Torot. C'est une, comment dire, quelque chose qu'on essaye d'éviter, qu'on a toujours en fond et qui est quelque chose de dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas danger chez le nazir? Est-ce que ce nazir, par le fait qu'il s'appelle nazir, est-ce qu'il est véritablement avec une couronne ou est-ce qu'il en est, comment dire, il s'éloigne, il se conduit de manière qui se détache de l'ensemble de la communauté? Et d'ailleurs, sur le point peut-être central dans notre conception du nazir, qui est les cheveux longs, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que le nazir est appelé Nézer Eloav al Rocho, mais on a cette énonciation de Nézer aussi pour deux autres grandes fonctions nobles dans le peuple juif. L'une, c'est le Kohen Gadol, pour lequel on nous parle de Nézer Shemen Mishrat Eloav Alav. Il a été anobli, couronné par cette huile d'onction qu'il a transformée, qu'il a donné le rôle de Kohen Gadol. Et donc, le Nézer, qui pourrait d'ailleurs se rajouter en étant même le Tzitz, qui est lui-même aussi une sorte de diadème, de Nézer, de parure qu'il a sur la tête. Et si c'est ce Nézer Shemen Eloav, ou Nézer Shemen Mishrat, ou Nézer Eloav al Rocho, le Nazir et le Kohen Gadol seraient dans le même groupe de personnes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, de la même manière que le Kohen a certaines règles d'éloignement de l'impureté, même de s'éloigner de l'impureté, le Kohen Gadol, même quand il s'agit de son père, et bien de la même manière, le Nazir aurait ces mêmes lois de l'impureté. Il deviendrait, par son vœu de Nazir, comme un Kohen Gadol. Et on pourrait lui rapprocher aussi, deuxième grande fonction dans le peuple juif, c'est le roi, pour lequel on part à Nézer Asher al Rocho. Et là, c'est la couronne dans son sens premier, la couronne de la royauté. Donc le Nazir, en s'appelant Nazir, peut se rattacher au Kohen Gadol, peut se rattacher au roi. Oui, mais il y a une grande différence majeure et qui est pour le moins surprenante, puisque si le Nézer les rapproche de ces deux couronnes-là, l'interprétation de ce Nézer lié à sa chevelure l'en détache de façon majeure. On a une loi à propos du roi pour qu'il soit tellement, comment dire, au niveau de la noblesse et de ce qu'il représente le pouvoir royal, eh bien, on a une loi qui dit le roi était se couper les cheveux, on lui coupait les cheveux, mistaper becholium, chaque jour, pour qu'il n'y ait vraiment rien qui soit, comment dire, il n'y a pas des périodes où on se coupe de temps en temps. Le Kohen Gadol, mistaper, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. De vendredi en vendredi, l'Irbot Shabbat, il se coupait les cheveux, de manière à avoir plus ou moins, un peu moins que le roi, mais d'une manière plus ou moins générale, une coupe qui soit effectivement adéquate. Et il y avait d'ailleurs certaines coupes particulières qui sont décrites dans le Talmud. Voilà en quoi consiste le Nézer du Kohen, voilà en quoi consiste le Nézer du roi. Or, ce qui est surprenant pour le Nazir, eh bien, c'est que le Nazir, au contraire, son Nézer apparaît, cette comment dire, couronne, il est couronné par ses cheveux qui sont justement, il ne se coupent pas. Alors même s'il s'agit que de 30 jours ou plus, mais c'est quand même des cheveux qui représentent la Nézirout. À moins que la Nézirout, et déjà c'est un point sur lequel on va revenir, n'apparaîtrait qu'à la fin de la Nézirout, au moment où justement, à la fin de cette période du vœu de Nazira, il se coupe les cheveux, et bien peut-être à ce moment-là, il aurait son Nézer, il aurait justement ce côté, comment dire, recherché tel qu'on aurait pu l'imaginer à propos du roi et du Kohen.
En tout cas, en ce qui nous concerne, voilà plus ou moins l'idée de départ, je dirais, du nazir, dans ce côté ambivalent, complexe, qui demande à être interprété, et qui va d'ailleurs être interprété très loin, parce qu'on a, sur cette mitzvah-là, un débat dans le Talmud pour savoir est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, le nazir, et on a l'opinion, qui est les opinions les plus, classiques, les plus connues dans un passage de la Haggadah, qui est répété dans plusieurs passages talmudiques, de Shimon HaTzadik, qui voit venir à lui un nazir minhad darom, du sud. Certains disent le darom, c'est le symbole de la chokhma. C'est un nazir qui, justement, le décrit comme étant quelqu'un qui est justement dans l'idée de la chokhma. C'est pas exactement ce qu'on voit a priori. Et cette idée de nazir minhad darom justifie pour Shimon HaTzadik le phénomène suivant en disant: je n'ai jamais accepté de manger le korban d'un nazir qui est devenu impur pendant le cours de sa nésiroute. Si quelqu'un fait vœu de nazira, et au milieu de sa nésiroute, il doit donc ne pas devenir tamé, et si malgré tout, il a été devenu impur pendant sa nésiroute, il devra se raser complètement les cheveux, amorter un korban, et reprendre au départ toute la période de nésiroute. On a coupé cette nésiroute par cette impureté, il faudra donc reprendre le phénomène de la nésiroute au départ. Et Shimon HaTzadik nous dit la chose suivante. C'est d'ailleurs très intéressant qu'il s'agisse de Shimon HaTzadik, puisqu'on connaît Shimon HaTzadik dans un autre passage, c'est l'époque d'Alexandre le Grand, et donc du rapport avec la Grèce, et c'est pas pour rien qu'on va voir la Grèce un petit peu en filigrane dans cette Haggadah, dans cette description du Talmud, puisque Shimon HaTzadik nous dit la chose suivante: je n'ai jamais accepté de manger le korban d'un nazir qui est devenu impur pendant le cours de sa nésiroute, parce que il le considérait comme un korban qui n'est peut-être même pas valable, pour le fait que quelqu'un qui ne fait pas véritablement la nésiroute avec toute la ferveur qu'il convient, c'est peut-être pas quelque chose de réellement positif, sauf dans un cas. Et ce cas-là est le cas d'un nazir, d'un jeune nazir qui est venu minhad darom, qui est arrivé au Beth Amikdash pour se couper les cheveux et amener son korban, et Shimon HaTzadik lui a dit: mais tu as de tellement beaux cheveux, kevutzotav taltalim, des belles boucles, etc. Comment se fait-il que tu veuilles tu as fait ce vœu de nazir pour pouvoir te les couper finalement? Tu as perdu ce qui te rendait si beau, les chevelures, et le signe justement de cet attrait visuel de ce jeune. Et le nazir lui répond en lui disant: voilà ce qui m'est arrivé, j'étais berger, et un jour, en amenant mes moutons devant une rivière, le Marayan, devant une source d'eau, en me penchant dans la source et en voyant la beauté de justement tous ces cheveux-là, tous ces cheveux, Pachazala Yitzri. Le Yetzer, l'instinct, la force, le mot Yitzri était quasiment intraduisible. C'est pas l'instinct, il y a la racine de Yotzer, c'est celui qui me crée, c'est ma nature profonde, c'est ma personne, c'est mon image. Par Hazala, il s'est jeté sur moi, il s'est un petit peu, la tentation Bikesh, les tordeni minarolam, il a essayé de m'éloigner du monde, de me détruire en fait. La vue de ses beaux cheveux lui a donné le sentiment de Gahava, le sentiment d'orgueil dans se trouvant beau, cette beauté. Et donc, il s'est dit, il a parlé d'ailleurs à lui-même, très intéressant dans l'histoire, il lui dit à son Yetzer qui le voit dans cette source: Racha, lama tamid gae beolam shelo shelcha, comment tu oses trouver beau quelque chose qui n'est pas à toi, comme une sorte de dissociation de sa personne et de son Yetzer, ce discours intérieur. Voilà que finalement, l'homme veut retourner à la poussière, la fin de l'homme, la mort, et comment oses-tu éveiller en moi des sentiments d'orgueil à la façon dont j'ai ces cheveux? Et il en a dit: à Avoda, je fais le serment de les raser, les shamaïm, pour Akadosh Baruch Hu, dans la mitzvah du nazir. Donc, de devenir nazir afin de couper les cheveux. On avait l'impression que le nazir avait cela de particulier, c'est qu'il se laissait pousser les cheveux. Là, on a une histoire différente, c'est quelqu'un qui au contraire a les cheveux longs et cherche à être nazir pour pouvoir les couper, et de façon, en les coupant, éliminant cet attrait qu'il a pu voir en lui-même dans le reflet de son image sur la source, ce qui est quelque chose de très surprenant, parce que on se dit: mais oui, mais si jamais il trouvait que ses cheveux
était, comment dire, l'occasion d'éveiller en lui ce sentiment du Yetzer Hara, eh bien, il fallait tout simplement se les couper. Et on n'aurait pas fait une histoire très longue là-dessus. Qu'est-ce que Shimon HaTzadik a dit? C'était effectivement ce nazir qui a compris le sens de la Néziroute. Si finalement il avait une chose toute simple, c'est de se couper les cheveux et de ne pas, comment dire, faire d'histoire là-dessus. Si ses cheveux le dérangent, si ses cheveux provoquent chez lui un sentiment, il est séduit par sa propre image, si jamais il se trouve très beau, eh bien, coiffe-toi comme tout le monde et il n'y aura plus de problème. Et à cette question-là, il y a beaucoup de réflexions qui ont été développées. Par exemple, une réponse très intéressante du Rabbi Yosef Mitrani, le Maharit, un des grands poskim du XVIe siècle, dans son livre de Drashot qui s'appelle Tzafnat Parnear, il dit la chose suivante: le danger était justement de le tikkun, la façon de s'opposer à ce yetzer, c'est en utilisant les moyens de la séduction pour faire la avodat Hashem. La façon de faire le tikkun, ce n'est pas en supprimant l'élément qui nous pousse de la tentation, à l'orgueil, aux mauvaises midotes, c'est d'utiliser cet élément-là qui pourrait nous approcher du Yetzer Hara, qui pourrait nous approcher d'une tentation, eh bien en l'utilisant pour Akadosh Baruch Hu. C'est un point très intéressant. La teshuva n'est pas simplement dans le fait de faire une contrition sur soi-même, de force sur ses tendances, sur ses actions, et de dire je vais essayer par un effort de juguler le mauvais penchant, je vais pas essayer par un effort d'essayer d'arrêter, de restreindre, de réfréner toutes ces mauvaises tendances. Au contraire, la teshuva se fait en essayant de voir comment utiliser à bon escient, de pouvoir canaliser, diriger vers Akadosh Baruch Hu les différentes caractéristiques de la nature qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Si cette personne-là s'est trouvée très belle avec son nazir, il s'est dit, eh bien c'est l'occasion de transformer ce nazir en mitzvah, de transformer ces cheveux bouclés, ces très belles chevelures, en une chevelure qui serve à Akadosh Baruch Hu à la façon du nazir. Et d'ailleurs, le Tzafnat Parnear continue en disant la chose suivante, et c'est pas simplement dans le fait de faire pousser les cheveux, puisque là il est devenu impur, et il a amené un korban pour être impur et reprendre sa période de Nézirout, de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a provoqué qu'il ait eu une deuxième période où cette fois-ci il fera pousser les cheveux exclusivement pour la mitzvah du Nazir, et pas simplement comme la suite des cheveux qu'il a arrêté de couper parce qu'il était déjà avec ses belles boucles précédemment. Voilà une manière de toucher la teshuva, le tikkun, la façon d'apprivoiser, je dirais, le yetzer dans une bonne direction et de le canaliser vers Akadosh Baruch Hu. Voilà le nazir qui part malgré tout d'une situation négative, d'une situation défavorable. Ce nazir Minadarom n'était pas a priori, quelqu'un de grand. Il a gagné sa grandeur par la façon de traiter le problème particulier auquel il a été confronté devant cette source d'eau. Certains proposent une explication qui est un peu différente, mais dans le même état d'esprit. Il voulait se couper les cheveux, mais se les couper sans le faire rentrer dans le cadre d'une mitzvah, dans le cadre de la halacha, c'est laisser le vague du travail du moussard, travail des midot, du travail personnel intérieur, à quelque chose qui n'est pas canalisé, dirigé par la halacha. La grandeur juive est de comprendre qu'il y a, pour pouvoir procéder dans les différentes avancées de l'homme dans le monde extérieur, mais en plus profondément dans le monde intérieur, un certain formalisme, une certaine rigueur, un certain ordre que la halacha nous propose. Et donc le Nazir Minadarom a compris la façon de faire rentrer le tikkun des midot, la façon de réparer quelque chose auquel il était confronté devant sa source, par la halacha du Nazir, par les lois du Nazir. Une autre explication qui est proposée est la suivante, qui me paraît très belle aussi pour comprendre ce que signifie la teshuva d'une certaine manière, et j'allais dire le problème du Nazir. Pour toutes les personnes qui voient quelqu'un nazir qui commence à avoir les cheveux qui commencent à pousser, qui commencent à devenir trop longs, eh bien, il y a un problème. C'est que cette néziroute, qui pourrait être un travail intérieur profond entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, se transforme en une grosse démonstration qui risquerait d'être là pour épater la galerie, qui risquerait d'être là pour essayer de, faire acte aux yeux des autres
justement de l'état particulier, ce Nézer et Loav al Rocho. La Néziroute qui était dans ce nazir qui est venu du Minad d'Arom, ce nazir particulier était une Néziroute particulière qui n'a pas été ressentie par personne, puisque cette Néziroute, elle a été la continuité de ce nazir qui avait déjà les cheveux longs, qui était déjà avec sa belle chevelure, et donc en fait, il a vécu sa période de nazir sans que personne n'en soit conscient. Ce n'est qu'à la fin que la Néziroute ait pu apparaître. Et cette idée de l'Echem Shamaïm, ce côté profondément pur et désintéressé de la Néziroute, est le point à relever dans cette Néziroute. Soit dit, on aurait peut-être la réponse la plus simple d'entre toutes, c'est que à travers ce Nazir Minad d'Arom, on comprend que l'essentiel de la Néziroute ne se situe pas sur le fait de laisser pousser les cheveux, puisqu'il les avait déjà avant, mais se situe sur le fait de couper les cheveux à la fin de la période de Néziroute, lorsque le Nazir est devenu impur. Par conséquent, on a là quelque chose de profondément intéressant sur le rapport aux cheveux, et c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Mais comme je disais tout à l'heure, que cette histoire de Nazir Sheba Minad d'Arom, qui se voit dans la source et qui se trouve beau, n'est pas sans rappeler le mythe grec de Narcisse. Et bien entendu, de façon essentielle, les Chachamim, quand ils inscrivent cette Agada du Nazir Sheba Minad d'Arom, en profitent pour dénoncer, j'allais dire presque, le Nazir Minad d'Arom étant l'anti-Narcisse. Puisque lorsque l'image reflétée par Narcisse se trouve beau, il en devient amoureux simplement de sa propre image, il ne voit plus que lui, il ne peut pas créer aucune relation avec personne d'autre, jusqu'à même en périr, puisque la fin de l'histoire de Narcisse, c'est qu'il tombe dans la source. Lorsque le nazir de Minad d'Arom arrive et voit dans cette source-là quelque chose de fondamental, j'évoquais tout à l'heure l'idée que la façon dont cette Agada est décrite, eh bien, on a une différence entre lui, il parle, ce dialogue intérieur entre lui et son Yetzerara, ce débat entre lui, comment oses-tu me séduire moi-même, la personne intérieure et lui-même? Eh bien, d'une certaine manière, ce reflet dans le miroir de l'eau est une manière de se présenter et de séparer la personne de ce qu'elle se voit. S'il était sujet jusqu'à maintenant, il devient simplement la vision que tout le monde a de lui, qui peut être simplement objet. Ce passage-là de l'homme qui, se regardant dans le miroir, devient, séduit plus par sa personne subjective, par sa personne qui agit, qui est derrière le visage, mais qui ne se voit jamais. Et le miroir que l'eau lui propose lui permet de faire cette différence entre lui-même et le Yetzerara, de comprendre la complexité de ce personnage et peut-être nous fait lire l'idée du Nazir comme étant la façon, j'allais dire la thérapie, qui nous permet de réconcilier, de réunir, de pouvoir enfin retrouver l'harmonie d'une âme, d'une personne, d'un esprit travaillé, rongé peut-être de l'intérieur par son image et par ce qu'il est réellement, et le Nazir Minad d'Arom l'a bien compris, puisqu'il essaye de passer de ce registre-là narcissique vers quelque chose d'autre qu'il élève en la rang de mitzvah par le fait d'offrir, disons, cet état-là à Akadosh Baruch Hu et de recomposer profondément sa personne. Il y a d'ailleurs une lecture à laquelle je vous convie, Emmanuel Levinas, sur cette Agada du Nazir Sheba Minad d'Arom, dans ses lectures du sacré au saint, où Emmanuel Levinas utilise ce passage-là pour commenter un colloque qui avait pour thème la jeunesse d'Israël. La jeunesse n'est-elle pas justement liée au phénomène du Nazir? Est-ce que ce jeune Nazir qui vient à Minad d'Arom et qui se coupe les cheveux n'est pas sans rappeler différents élans qui pourraient être particulièrement liés à la jeunesse? Et je rappellerai un particulier, celui que les Tosafot évoquent dans cette Sougia, dans ce passage-là, où ils nous disent, pour Shimon HaTzadik, ce Nazir Sheba Minad d'Arom était le Nazir qui était entièrement l'Echem Shamaïm. Il n'avait pas justement d'intérêt, il était totalement désintéressé. Ah bon, pourquoi?
Parce qu'il y a d'autres gens qui font des vœux de Nazira. Oui, mais ceux qui font les vœux de Nazira parce qu'ils ont dans une détresse, comme des nédarim qu'on ferait pour offrir à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui serait, comment dire, un surplus de Kedusha pour être sauvé d'une situation, pour faire la kapara d'une faute qu'on aurait accomplie, serait intéressé. Même l'idée de sortir d'une situation difficile est quelque chose qui n'est pas l'Echem Shamaïm. Alors que cette idée du nazir, alors on pourrait dire, mais lui aussi, il est intéressé à lutter contre son Yetzerara. Non. Et Lévinas le lit de cette façon-là, le désintéressement est justement le fait de s'opposer au retour narcissique sur soi-même, à cette façon de se recentrer tout le temps sur soi, dans la conscience de soi, dans la complaisance sur soi, d'être toujours dans une situation d'autocontemplation, pas simplement être beau, mais se regarder beau, se trouver beau, reflet du narcissisme qui est la conscience de soi sur laquelle est bâti, au dire de Lévinas, l'ensemble de la philosophie occidentale. Il faudrait remonter à Aristote qui nous dit que même la divinité, Dieu, c'est la pensée qui se pense elle-même comme un acte pur, replié à ne faire que s'auto-penser. Alors que la Torah, d'une manière essentielle, n'est pas pour essayer de se trouver beau dans la source, à l'instar de Narcisse, mais c'est lorsque le nazir se trouve beau dans la source qu'il monte au Beth Amikdash, qu'il essaie de voir comment Akadosh Baruch Hu voit les hommes, me voir par le regard d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot et la halacha du nazir, et c'est là qu'il est passé de l'état simplement du travail moral à quelque chose de halachique, par le fait de rentrer dans le vœu de Nazir, c'est regarder le monde et les choses dans le prisme d'Akadosh Baruch Hu. Toute la halacha est faite de cette façon-là. Nous voyons les choses, l'environnement, la personne, les différentes activités de l'homme, et nous essayons de les analyser dans la vision qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir. Et d'ailleurs, il y a un deuxième passage qui est moins connu que ce Nazir Sheba Minadarom, dans lequel, à mes yeux, les Chachamim traitent de Narcisse, traitent de cette même image, reprennent ce mythe grec pour essayer d'évoquer à travers lui quelque chose de grandiose, et je dirais la réponse juive à Narcisse. Alors, c'en est une du Nazir Sheba Minadarom, un peu interprétée comme nous avons essayé jusqu'à maintenant. Il y en a une autre qui est dans un midrash, qui est moins connue, parce qu'on l'a retrouvée dans la Gnisa du Caire, et qui s'appelle Reouyot Yehezkel. Reouyot Yehezkel, le mot Reouyot, Raouy, c'est-à-dire ce qui a été vu. Reia de façon passive. Donc, Reouyot Yehezkel, c'est les visions de Yehezkel. Yehezkel Hanavi est le prophète qui voit le Maaseh Merkava, le début du livre de Yehezkel, et cette vision-là, dans laquelle le ciel s'ouvre et il voit les choses les plus merveilleuses d'Akadosh Baruch Hu, les anges, tout ce qui concerne les mondes supérieurs. Et le passouk du début de Yehezkel dit la chose suivante. Le premier verset de Yehezkel nous dit, à propos de Yehezkel, qui décrit sa vision du ciel qui s'est ouvert, Vani betor ha-gola al nahar kevar. Je me trouve, Yehezkel, dans la Gola, à Bavel, devant le fleuve Kevar, dont le nom du fleuve c'est Kevar, Niftechu Shamaim, les cieux se sont ouverts, Va'er'e Marot Elohim, et j'ai vu les visions d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu les visions de tout ce qui se passe, Maaseh Merkava, une des visions les plus extraordinaires, de la prophétie, et qui a donné lieu à énormément de contemplation, d'approfondissement sur tous les mondes supérieurs, de la Kabbalah et d'autres. Yordé Merkava. Or, le Midrash Reouyot Yehezkel nous dit la chose suivante. Le passouk dit Va'ani al-nar Kevar, je me situe sur le fleuve Kevar et j'ai vu les cieux s'ouvrir. Machal lema davar domé. À quoi cela ressemble? À quelqu'un qui est parti chez le coiffeur. Il rentre dans la boutique du coiffeur et le coiffeur lui fait sa coupe. C'est très intéressant, on reprend la même histoire des cheveux. Il est en train de le coiffer et pendant qu'il a fini de lui faire la coupe, il est bien coiffé et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On lui met un miroir devant lui pour regarder est-ce que la coupe est bien réussie, est-ce qu'il lui reste pas quelque chose qui dépasse ou quoi que ce soit. Il est en train de regarder dans le miroir, le coiffeur est devant lui et derrière lui, dans son dos, il y a la porte de la boutique du coiffeur et au moment où il est en train de regarder dans son miroir, il y a le roi qui passe avec ses anges, avec ses armées. Et le roi passe avec ses armées, le coiffeur lui dit « Retourne de toi, tu vas voir maintenant le roi avec tous les serviteurs, tout le cortège royal, c'est le moment de le voir. » Et celui qui est en train de se coiffer lui répond, lui dit « J'ai pas besoin de me retourner, Kevar Raïti, je l'ai déjà vu dans le miroir,
j'ai vu le reflet de ce qui se passait derrière. Une histoire, une image un petit peu recherchée. Pourquoi les Chachamim sont partis nous raconter cette histoire-là? Eh bien, le Nimshal est de la même manière pour Yechezkel. On aurait tendance à croire que Yechezkel a vu, il est devant le Nar Kevar, et les cieux se sont ouverts. Et on a en général l'image de Yechezkel, le prophète, ici bas sur terre, qui lève la tête aux cieux pour regarder cette vision merveilleuse du Massé Merkava. Le Midrash Raouyot de Yechezkel nous dit pas du tout. Yechezkel est devant le Nar Kevar et il mire dans le fleuve, et c'est en voyant le fleuve que le fleuve sert de reflet, de miroir sur lequel se reflètent les cieux qui se sont ouverts là-haut. La vision prophétique de Yechezkel n'est pas dans une fuite du monde, dans essayant de regarder un autre monde, les cieux déchirés pour voir ce qui se trouve au-delà des cieux, mais la vision de Yechezkel est dans le monde lui-même, dans le reflet d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde qu'il a créé. Voilà déjà une première idée profondément juive. Mais dans la suite de Narcisse, on a une deuxième idée. Le Midrash nous décrit Yechezkel comme quelqu'un qui va sur le bord du fleuve, comme quelqu'un qui essaierait de se faire une coupe adéquate, et il se voit dans le miroir pour voir s'il est bien réussi, si on l'a bien... Or, que fait le juif quand il arrive avec Narcisse devant la source d'eau? Si Narcisse tombe amoureux de lui, parce qu'il ne voit dans la source que son propre reflet, le juif, lorsqu'on lui présente un miroir dans le monde, ne se retrouve pas pour essayer de voir si la coupe est bien réussie, mais il voit derrière lui, dans les mondes qui le dépassent, dans les mondes qui sont plus élevés que lui, le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque les Chachamim décrivent cette image de Narcisse, le juif est celui qui ne tombe pas amoureux de lui-même, mais qui, lorsqu'il a un certain reflet qui peut être présent devant lui, eh bien, c'est le reflet de ce qu'il ne pouvait voir à vue nue directement. C'est le reflet de toutes les kérouvim, des Maaseh Merkava, des Malachim, de tout ce qui est dans les mondes supérieurs. Voilà, le juif, c'est totalement différent. Si Narcisse se retrouve sur lui-même, conscience auto réfléchie sur elle-même, eh bien, le juif, le prophète, Yechezkel, le Nazi Minadarom d'une certaine manière, au moment où il voit son image dans la source, eh bien, pense à Kadosh Baruch Hu, essaye de sortir justement alors Nazir Minadarom, de l'attrait de sa propre image, du Yetzer Hara qui vient justement de cette conscience narcissique, et d'autre part à travers l'Irouyot Yechezkel, le Midrash, et il essaie au contraire de s'élever pour arriver à voir quelque chose de plus haut que lui-même. Voilà une première lecture qu'on pourrait avoir du Nazir, de ses cheveux, de cette vision de Nazir Sheba Minadarom. Mais on ne comprendrait profondément l'idée du Nazir si on n'adapterait pas à un deuxième niveau de lecture de cette paracha du Nazir. Et notamment à travers le rapport qu'il y a entre le Nazir, plus simplement sur le travail moral, sur le travail du Yetzer Hara, sur la façon de faire la avodat à Kadosh Baruch Hu, le service d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit, d'entrevoir Akadosh Baruch Hu dans le monde par rapport au monde plus élevé qu'il essaye de nous faire apercevoir, mais il y a quelque chose d'autre. Et cette autre chose est évoquée notamment dans la fin de Masechet Nazir, à propos d'un personnage dont on a moins l'habitude de se penser qu'il était Nazir. On le sait tous, et c'est la Ftara de la paracha de Nassau, on parle de Shimshon, Nazir Olam, qui était Nazir à vie, mais on en a un autre personnage. C'est Shemuel Hanavi, le prophète Samuel. Et le prophète Shemuel est aussi, au dire de certains Chachamim, c'est une marloquette dans la Mishnah, où on nous parle de Rabbi Dehurai, qui nous dit la chose suivante: lorsque Hannah fait la prière pour recevoir son enfant Shemuel, elle écrit « Umora lo ya'ale al rosho ». Mora, qui s'écrit avec un « he » à la fin, signifie Mora, le rasoir, le fait de se couper les cheveux. De la même manière que pour Shimshon d'ailleurs, lorsque l'ange vient voir la femme de Manoar, il lui dit « Umora lo ya'ale al rosho ». Il lui donne l'injonction que ce reste un nazir. Et donc, le Rabbi Nehorai déduit que même Shemuel était nazir, puisqu'il est écrit « Umora », c'est le même mot qui est employé, « Mora » qui veut parler du rasoir, du fait de se couper les cheveux, on ne lui portera pas le rasoir sur sa tête, et donc Shemuel était nazir. Ce à quoi Rabbi Yossi répond en disant « Pas du tout, Shemuel n'était pas nazir, le sens de Mora qui est ici, même s'il est écrit avec un « he »,
veut dire autre chose. C'est le même mot Mora que celui qui est écrit avec un Aleph, et ce qui vient de la racine de Yira, c'est-à-dire la crainte. Ou Mora Loya Ale al Rocho, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur des hommes, qui n'aura pas Mora Basar Vadam Alav, qui n'aura pas la crainte des hommes, puisqu'il est inspiré par la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Targum Yonatan, dans ce pasouk-là de Shemuel, début donc du Sefer Shemuel, le premier Pérec, traduit ça en disant Marut Enosh Loteher il l'avait. Que l'Omar, Marut Enosh, il n'aura pas sur lui la mainmise, le joug, la soumission vis-à-vis des hommes, parce qu'il est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens-là, Shemuel était Navi, mais n'avait plus du tout de rapport avec la Nézirut. Chez moi, elle ne serait pas Nazir. Ce à quoi répond Rabbi Nehurai, qui défend la position de Shemuel Nazir, en disant la chose suivante. Oui, mais il est écrit plus tard, lorsque Shemuel va, Akadosh Baruch Hu dit à Shemuel qu'il a repoussé Shaoul et qu'il faut aller oindre parmi les fils de Ishaï. Et Shemuel dit, mais si je vais aller, comment y aller? Et peut-être Shaoul va entendre que je vais oindre quelqu'un d'autre roi à sa place, va haragani, il va me tuer. Pourquoi Shemuel aurait-il peur de Shaoul si jamais, ou Mora, il n'a aucune crainte, puisque depuis le début du Passouk, après la lecture de Rabbi aussi, Mora, il n'aura pas de crainte. De là, nous dit Rabbi Nehurai, c'est bien la preuve qu'il aurait pu avoir peur, mais il avait une autre qualité, c'est pas Mora shel basar vadam, c'est Mora avec un He, qui est le sens de la Nézirut, c'est-à-dire de ne pas se couper les cheveux. Voilà quelque chose de très intéressant. Le mot Mora qui veut parler du rasoir et le mot Yira qui veut parler de la soumission, de la crainte des hommes se trouvent liés. Et ça, c'est très important parce que pour nous, il y a une deuxième lecture du Nazir qui n'est pas la première, celle du Nazir chez Bamina d'Arom, qui n'est pas celle du travail moral, la question du Moussar, qui est une lecture politique du Nazir. Pourquoi politique? C'est que voilà, il y aurait dans le Nazir quelqu'un, pas simplement qui n'aurait pas les cheveux longs, sur lequel le rasoir ne sera pas passé, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas la crainte des hommes, qui serait quelqu'un qui serait justement insoumis. Le Nazir pourrait-il représenter pour nous l'image de celui qui, par ses cheveux abondants, justement, manifeste l'insoumission à tout ordre politique? Est-ce que la sainteté supplémentaire à laquelle le Nazir accède ne provoque pas chez lui une insoumission par rapport à tout pouvoir politique et humain? Il est Mekoudash Lachem, il est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, par conséquent, il n'a pas peur des hommes. On pourrait dire peut-être l'inverse, c'est parce qu'il n'a pas peur des hommes qu'il devient nécessairement Mekoudash Lachem. La Yirat Shamayim, comme étant la Yira qui efface toutes les craintes terrestres, toutes les craintes humaines. Et c'est d'ailleurs intéressant cette idée-là, puisque Rabbi Nehurai, qui refuserait cette idée du Nazir simplement dans le côté insoumis, c'est bon le courage de la contestation du pouvoir, mais si le Nazir se résume à contester le pouvoir à travers ses cheveux, où est-ce que cela ne va pas nous mener? Est-ce qu'il n'y a pas un élément d'orgueil, un élément de facilité dans la révolution qui ne serait pas sanctification, qui ne serait pas évolution lente qui amène l'homme vers les degrés supérieurs, mais au contraire qui se manifesterait de manière violente par cette insoumission, cette rébellion? Cet aspect politique du Nazir est repris d'ailleurs dans un autre passage de Maseret Sanhedrin, où on nous parle de la révolte de Korach et de tous ceux qui sont liés à Korach. Et là, il y a quelque chose de très étonnant aussi. On nous parle de la femme de Korach et la femme de On ben Pelet. Alors, dans la rébellion de Korach, il y a plusieurs groupes. Il y a celui de Korach, mais il y a aussi celui de On ben Pelet, Ben et Reuven, qui sont aussi ceux qui avaient été repoussés des droits des aînés, des Bechorot, eh bien, ils veulent essayer de repousser Moshe. Et le Talmud dans Maseret Sanhedrin décrit une agada assez connue où on nous parle du rôle des femmes vis-à-vis de leur mari, soit pour les sauver, soit pour au contraire être femme fatale. Pour Korach, ça a été fatal. Pour On ben Pelet, elle a sauvé son mari. Les deux auraient été punis par Akadosh Baruch Hu.
avec comment dire, dans la punition, la terre qui s'est ouverte, etc., le feu qui les a brûlés. Mais la femme de On Ben Pellet a été assez sage pour dire à son mari, mais à quoi ça te sert d'aller faire la révolution avec Korach? De toutes les manières, Korach deviendra le chef et toi tu seras sous Korach, alors que peu importe que ce soit Korach ou Moshe, ces coalitions, il y a des gens qui font des coalitions, qui veulent pas faire de gouvernement avec personne, mais de toutes les manières, ils se retrouveront second de ce côté-là, ou second, ou même troisième ou quatrième, de n'importe quel groupe qui puisse se faire. La femme de On Ben Pellet était assez intelligente pour le dire, ça ne rime à rien, reste ici. C'était pas évident pour On Ben Pellet, elle a été obligée pour le convaincre de le faire boire du vin. C'est intéressant, tous ces éléments qui se retrouvent en même temps. Donc, elle a saoulé, elle a dit, allez, va dormir. Oui, mais les autres vont venir. Les gens de Korach pourraient essayer de le ramener avec Moshe. Elle s'est mise devant la tente et elle a enlevé ses cheveux, elle a montré ses cheveux, ce qui était un signe, comment dire, impudique et qui fait que tous les gens n'osaient pas approcher l'entrée de sa tente. Voilà la femme de On Ben Pellet. Et en contrepartie, le Talmud nous raconte, et nous disant, et donc de cette façon, On Ben Pellet n'est pas parti, il a été sauvé. Par contre, la femme de Korach, elle a fait qu'attiser la haine de Korach vis-à-vis de Moshe, en disant, regarde ce qu'a fait Moshe, il était lui-même, il s'est pris pour lui le fait de diriger tout le monde, d'être le roi, il a mis son frère, le Kohen Gadol, il a mis ses neveux, les Kohanim en plus de lui, il a dit qu'il faut donner la terouma et les différents prélèvements au Kohen, et le Maaser, on doit prélever dessus aussi la Trouma pour le Kohen, et le Talmud rajoute une phrase de la femme de Korach à Korach en disant la chose suivante, qui est surprenante dans cette histoire, il dit, et en plus de ça, Gazaz et Se'arechem ou Mesachek Bachem Kegalal. C'est quoi cette idée de Gazaz Se'arechem? Oui, parce que dans la paracha qu'on va lire Be'alotecha, on va dire demain matin, dans le Rishon même de Be'alotecha, on nous dit que Moshe a sanctifié les Lévim dans le travail des Lévim au Mishkan par le fait de leur dire dans un premier instant de se raser entièrement. Et kol se'aro, tous ses cheveux, et donc il dit, pourquoi Moshe vous a fait ça? C'est pour se moquer de vous, en vous rendant ridicule, en n'ayant aucun cheveu nulle part. Alors Korach réagit quand même en disant, oui, mais même Moshe, il a été obligé lui aussi de se raser complètement. Elle dit, non, Moshe, il a fait ça, tamot nafshi impelishtil, au moins on va rendre tout le monde ridicule, moi-même avec, peu importe, ce qui n'était pas un argument très solide, puisqu'on pourrait dire le ridicule n'est que relatif. Donc si jamais Moshe en fait partie, le ridicule n'est pas le même que celui de Shimshon, qui fait écrouler le temple et meurt avec les Philistins. En tout cas, ces deux personnages-là sont très intéressants pour analyser au regard justement des lois de la Néziroute, puisque les deux riment avec le fait de se couper les cheveux, ou avec le fait de montrer ses cheveux. Madame On Ben Pellet dévoile sa chevelure, Madame Korach, au contraire, parle de la chevelure de Korach qui n'existe pas. On Ben Pellet, d'une certaine manière, la femme d'On Ben Pellet, pourrait se lire comme étant l'anti-sota, l'inverse de la sota, parce que sur beaucoup de points, c'est exactement, je dirais presque symétriquement opposé à la sota. Alors que la sota est celle qui s'est isolée avec quelqu'un d'étranger, Madame On Ben Pellet va isoler son mari de tous les étrangers. Est-ce que la femme de la sota, on lui dévoile justement ses cheveux pour montrer, regardez comment elle s'est fait belle et on la montre dans sa nudité au moment de tout le cérémonial de la sota. Ici, elle va montrer ses cheveux pour ne pas justement dévoiler, permettre de rentrer dans l'intimité de son mari. Elle utilise l'argument de Korach, Kola Eda Kulam Kedoshim, non pas pour se rebeller contre Moshe, mais pour dire, puisque le peuple est assez kadosh à ne pas vouloir rentrer dans l'intimité de la tsnirut de Madame On Ben Pellet, eh bien, ça va permettre justement de sauver le mari. Alors que le mari avait promis, avait fait le serment d'être dans le groupe de la rébellion avec Korach, elle aide son mari à annuler cette chevoura en lui disant c'est quelque chose qu'il vaut mieux ne pas tenir puisqu'il s'agit pour faire du mal. Elle n'est pas là pour se rebeller contre son mari, elle est là au contraire pour sauver son mari à ne pas se rebeller contre Moshe. Je ne sais pas si vous voyez comment l'imbrication de ce midrash-là, avec toutes les lois qui précèdent, dans la façon, pas de se rebeller
politiquement avec Moshe, mais dans la lecture de la Sota, dans l'intimité du couple, où il y a aussi fidélité, infidélité et trahison. Elle est peut-être d'une certaine manière elle-même comme une sorte de nazir. Le mot on d'ailleurs est intéressant. On ben Pelet, certains l'ont lu milachon aninut. Aninut, c'est celui qui justement était proche de la mort, dans une situation de proche de Touma, de celui qui a touché le mort. Elle lui fait boire du vin et elle dévoile ses cheveux. Voilà les 3 points qui sont liés au nazir. La femme de Korah, par contre, eh bien, c'est l'anti-nazir cette fois-ci. Voilà, Moshe qui est là, qui a coupé les cheveux à tout le monde et elle est là pour se rebeller. Pourquoi avoir coupé les cheveux? Mais oui, mais c'est l'inverse. Moshe a coupé les cheveux pour les laisser repousser ensuite, alors que le nazir fait pousser ses cheveux pour finalement les couper. C'est exactement l'inverse. Et cette même idée de Tamot Nafshi Impelishtin que Moshe aurait dit dans le débat, le dialogue entre Madame Korah et son mari, eh bien, c'est exactement la phrase de Shimshon. On a autour de ce passage-là le nazir qui rôde un petit peu. On a les notions, les passages qui sont là. Est-ce que le nazir n'est pas le sujet, le thème, les notions qui sont utilisées pour parler de rébellion d'une manière générale? Est-ce que, de manière universelle, les cheveux longs ne sont pas le symbole même de la rébellion contre la norme? Et c'est pas besoin de lire ça simplement à travers On ben Pelet, à travers Shemuel. Lorsque Jules César conquiert la Gaule, les habitants, les Gaulois, leurs ancêtres, sont des habitants aux cheveux longs. Et il ordonne qu'on leur coupe les cheveux parce qu'à Rome, on a les cheveux courts. On est dans le cadre d'une certaine norme. Et on va couper les cheveux longs à ces gens-là qui, justement, sortent de la norme. D'ailleurs, dans les peuples qu'on a voulu garder en marge de la culture dominante, lorsque les Anglais envahissent l'Irlande, les Irlandais gaéliques ont les cheveux longs et on leur laisse les cheveux longs pour les garder justement en dehors et ne pas les intégrer aux Anglais, subordonnés aux Anglais. Les morts restés en Espagne après la Reconquista ont les cheveux longs. Ce sont ceux qui vont être dominés par les chrétiens, qui sont bien coupés, bien rasés. Et on pourrait raconter toute l'histoire des cheveux longs jusqu'aux années 60, où les hippies, de manière essentielle, c'est la rébellion contre les normes culturelles, le désaccord avec la société injuste. Il y avait cette phrase, nous ne nous couperons les cheveux tant que la société n'aura pas changé. La société qui change et on pourra enfin avoir les cheveux courts. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'à l'antithèse de ces braves hippies, on a aussi l'armée, les skinheads, le nazi, le côté, comment dire, obscur, je dirais, des cheveux, dans lesquels les cheveux sont bien, bien courts, symbole d'ordre, de propreté, de pureté de la race, de la loi, de l'autorité, jusqu'à l'épuration. On pourrait justement arriver là. Est-ce que dans la lecture du nazir qui laisse justement pousser ses cheveux, il n'y a pas la façon de présenter la façon d'être dans sa vie sans se soucier justement de son apparaître, sans se soucier justement de ce qu'en dira-t-on de la société, être sans miroir, sans justement se retourner vers soi, être anti-narcissique. Alors on l'avait éliminé dans le premier passage, dans le premier chapitre, je dirais, mais dans le deuxième chapitre, on célèbre l'anti-narcissisme. Justement, la fin du Nazira nous montre bien que le but recherché n'est pas dans le fait de garder ses cheveux longs, mais au contraire dans le fait de se couper les cheveux, pour que la belle violence vis-à-vis de la société ne se fasse pas douce coutume, et que la révolte contre les institutions ne se pose pas elle-même comme une institution. Il n'y a rien de plus navrant. Les gens qui disent c'est la liberté, c'est le côté personnel de l'expression de chacun, mais c'est le conformisme, le plus hallucinant du monde, d'un ennui noir, la fausse rébellion systématique. La liberté absolue, c'est la liberté au milieu des contraintes. C'est la liberté qui accepte un certain ordre, certaines règles, et qui, dans ces règles-là, arrive à trouver l'expression d'elle-même. C'est la liberté de la halakha, c'est la liberté de la mishnah, c'est la liberté de ce qui nous aide à vivre, nous donne la structure d'une langue essentielle dans sa nécessité pour pouvoir exprimer ce qu'on veut dire. Attention à l'audace devenue profession. Les cheveux risquent de devenir l'uniforme de la non-conscience de soi. Il faut les laisser pousser pour pouvoir les couper ensuite.
Voilà la façon d'entrevoir la lecture politique du nazir qui trouverait son accomplissement, son aboutissement, justement dans le dernier moment dans lequel le nazir coupe ses cheveux à la fin. Mais je crois qu'on n'arriverait pas véritablement à englober ce problème-là si on s'arrêtait simplement à l'aspect moral, à l'aspect politique et social du nazir, sans entrevoir quelque chose qui aurait plus trait à l'éternité, à la perception même du temps, qui se trouverait dans leur rapport aux cheveux comme quelque chose qui manifesterait de manière peut-être des plus essentielles notre rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu comme personne périssable, comme réflexion sur l'éternité et le spirituel qui peut rester au-delà de l'éternité. J'ouvrirai ce chapitre par un petit poème de Rabbi Yehuda Halevi, qui est assez amusant, je veux dire en hébreu, Se'ar seva beheraot yechidi ale roshi ketaftihu beyadi heshivani yecholtani levadi umata'ase bevo acharai gedudi. Se'ar seva beheraot yechidi, un cheveu de vieillesse, un cheveu blanc, est apparu, a commencé à pousser tout seul sur ma tête. Ketafti ou Beyadi, je l'ai vite arraché. Et Shivani, le cheveu, m'a répondu, Yecholtani Levadi, tu peux me battre tout seul quand je suis tout seul, isolé. Mais que feras-tu quand je reviendrai avec toute mon armée de cheveux blancs qui vont bientôt arriver sur ta tête? Voilà les cheveux blancs comme étant la marque, et les cheveux d'une manière générale, de l'âge, du temps qui est en train de passer. Et là, il y a des choses très intéressantes qui ont pu être écrites parce que les cheveux manifestent, alors certains pourraient dire dans certaines habitudes, on a l'habitude de couper les cheveux des garçons à 3 ans chez certains. Oui, alors voilà, par le fait de manifester des cheveux longs, des cheveux courts, on marque les âges de la vie d'une certaine manière. Certains avaient l'habitude d'ailleurs de manifester la bar mitzvah, c'était la coupe des cheveux du bar mitzvah. Pendant très longtemps, il y avait cette idée de notion de la coupe des cheveux, et ainsi de suite tout au long de la vie. Mais c'est beaucoup plus intéressant que simplement cela. Il y a, peut-être j'évoquerai, pour commencer, l'Avdil ben Kodesh ou ben Chol, ben Tahor ou ben Tamé, il y a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La chevelure, qui est très intéressante, une sorte d'obsession de quelqu'un justement dans le souvenir sur une mèche de cheveux de l'être aimé ou de l'imaginaire qu'il a d'une personne aimée, quelqu'un qui perd sa, la conscience, qui devient fou justement dans un arrêt sur le passé, dans la manière de fixer le temps. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est le point central de la chevelure, l'idée est la suivante, c'est que dans toutes les parties du corps périssables, les cheveux sont parmi les parties qui sont qui se conservent au-delà du temps, au-delà de l'histoire. On l'a retrouvé, il y a eu un scandale il y a quelques années à propos des cheveux de Ramsès II. Les Égyptiens avaient permis de déplacer la momie de Ramsès II à Paris pour voir le mal qui rongeait la momie. Certains auraient, c'est un débat, c'est exact, c'est pas exact, etc., gardé une mèche de cheveux de Ramsès II qui restait encore dans la momie, certains savants qui avaient fait travailler dessus, et elle était mise aux enchères sur l'Internet. Grand scandale pour l'Égypte, les morceaux de cheveux. On a retrouvé effectivement des momies qui étaient complètement décomposées, mais il ne restait que la partie des cheveux. La culture figée sur les cadavres et sur les morts, le culte des momies, des statues, des nécropoles, l'adoration justement de ce passé qu'on essaye de conserver, dont on a l'illusion de pouvoir vaincre avec le sarcophage, la possibilité de garder le reste de ce qui reste, a pu créer une notion, et ça a été longuement développé, d'un fétichisme des cheveux. Alors, ça a été déjà décrit au XVIIIe siècle, parmi les premiers qui ont fait des études anthropologiques, du culte des dieux fétiches. On a une recherche justement de savoir qu'est-ce qu'on gardait, comment les fétiches sont créés, de quelle façon on les conserve. Auguste Comte, lorsqu'il présente sa loi des 3 états, il y a l'âge théologique, l'âge métaphysique et l'âge positiviste qu'il prétend représenter. Dans l'âge théologique, il y a 3 sous-états. Le premier, c'est le fétichiste.
Le premier, c'est le fétichisme. Après, il y a le polythéisme, après, il y a le monothéisme. Mais le premier, le fétichisme, est justement dans cette idée-là, dans le fait de se conserver, de focaliser sur des fétiches qui peuvent garder, qui donnent l'illusion du temps qui va rester et qui, justement, prennent une valeur sacrée. Et pour ne pas croire qu'il s'agit simplement de personnes, de l'Antiquité, de vieilles choses, de primitifs, pour toute personne qui lit de manière très simple, j'allais dire presque pchat, du Capital de Marx, eh bien, on a un fétichisme dans l'argent aussi, de la valeur marchande, et l'obsession qu'on a vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas dans la valeur réelle, mais dans justement une certaine aura presque métaphysique qui se trouverait autour du capital, n'est pas sans faire penser justement à cette notion fétichiste. Et lorsque Freud présente justement un rapport au fétichisme, inhérent à la libido, aux instincts, etc., on n'a pas encore fini de traiter ce rapport-là. Et peut-être les cheveux seraient, lorsqu'on nous dit dans la conception de la Torah que les cheveux sont elles-mêmes, Herva, tu es nu car ta chevelure est nue, eh bien, les cheveux peut-être représenteraient justement cet aspect fétiche de ce qui se conserve longtemps, se décompose très peu, l'objet qui reste lorsqu'on a arrêté d'être sujet et qu'on est devenu simplement le fétiche qu'il en est. Le passage, le transport, la transformation du corps en fétiche. La chevelure ne pourrit pas. Elle est invariante par la transformation du temps, elle reste donc après la mort. Voilà quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a ce paradoxe-là, qui d'une part, elle va pouvoir rester dans le temps, mais d'autre part, dans la vie vivante, le cheveu est plus que tout la marque de l'âge, comme le disait Rabbi Yehuda Halevi tout à l'heure. Les cheveux qui sont la marque du temps sont ceux qui résistent justement au temps. Voilà un paradoxe très intéressant. Le nazir, prenant responsabilité de ce monde-là, et non pas vécu comme une fuite du nazir vers un monde spirituel, un monde de Kedusha qui le couperait de ce monde-là, doit être éloigné de 3 éléments. Premièrement, la mort. La mort et le culte de la mort qui a été propre chez tous les peuples païens. Le nazir ne se purifie pas avec les morts, de la même manière que chez nous, les Kohanim, les prêtres, n'ont aucun commerce avec la mort. Les prêtres sont dans le culte de la vie, d'Akadosh Baruch Hu qui donne la vie, et donc ne deviennent pas impurs. On ne peut devenir saint et se sanctifier que si jamais on s'éloigne de la fuite vers une certaine sanctification qui nous ferait dans le côté obsessif de la mort, fasciné par la mort, oublier que notre rôle de sainteté se trouve dans le monde présent. Deuxièmement, alors c'est pas à travers la mort, mais c'est à travers le vin, les paradis artificiels, le fait de se saouler. Est-ce que, restant dans ce monde-là, on ne peut pas, à travers le vin, avoir le sentiment, la sensation de le fuir, avoir la sensation de vivre dans un autre monde, dans ces paradis artificiels, alors qu'on est encore dans ce monde présent, les pieds sur terre. Le nazir ne boit pas de vin. Et troisièmement, enfin, la Kedusha étant dans ce monde-là, le nazir doit prendre conscience justement de ses cheveux qui poussent, de sa fragilité, d'être justement sujet au temps, sujet à la vieillesse, pour finalement, après avoir pris conscience de cette chose-là, faire la fin de toute cette période de nazir, c'est brûler ses cheveux. C'est quelque chose d'assez surprenant comme phénomène. Brûler les cheveux du nazir, il les apporte au Beth Amikdash, et après s'être coupé les cheveux, on les brûle, pour bien montrer qu'il ne reste rien dans l'illusion de sa vie, le temps, être conscient que le temps passe, et dans ce qui reste, il ne va rien rester, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui reste. Proposer les cheveux du nazir comme un korban pour offrir à Kadosh Baruch Hu ce qui aurait pu donner l'illusion de ce qui resterait au-delà du temps. Et c'est là que c'est très intéressant. Pourquoi tous les peuples ne comprennent pas? Les nazirs chez nous n'ont rien à voir avec le fait d'avoir des relations conjugales. Et bien entendu, les morts, la fuite dans le fait de se griser par le vin, ou dans le fait de croire être éternel, dans cet imaginaire que peut donner le fétichisme du cheveu, et à travers lui de la condition de l'homme périssable, est l'antithèse totale de la possibilité d'avoir, au contraire, l'association avec Akadosh Baruch Hu, en donnant des enfants, en donnant la vie,
et le rapport premier de l'homme et de la femme aux yeux de la Torah n'est quelque chose de totalement positif, sacré, qui n'est pas du tout dans un péché de chair, mais au contraire, dans quelque chose qui permet à l'homme d'être associé à Kadosh Baruch Hu, Shlosha Shutafim Ba'adam, pour pouvoir continuer à donner la vie. Et donner la vie, c'est effectivement le signe premier de la Kedusha. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'à la fin de la période de Nézirut, on nous parle, lorsque le Nazir était impur, lorsqu'on parlait de ce Nazir, par exemple, qui est venu Minadarom, il y a une expression qui revient à plusieurs reprises, on nous dit « Vétimé, il a été impur, Roche Nizro ». Pour Roche Nizro, il s'est rendu impur, il n'y a pas de différence, il a été rendu impur par sa tête ou s'il était impur par le corps. L'impureté touche l'ensemble du corps de manière complète. Ou timé est atzmo. Mais l'accent de la Torah est timé roche nizro, c'est sur la tête. Et lorsqu'il va se raser à la fin de sa période de Nézirut, on nous dit Vegilach hanazir petach oel moed et roche nizro. Il va raser justement roche nizro. Les cheveux qui sont sur la tête de son nizro, de son nézer, sont d'une certaine manière fait pour être brûlé comme étant le korban, le centre du nazir étant là-bas. Il est interdit d'être impur. Et oui, peut-être parce que, étant donné qu'il doit amener un korban, et ses cheveux étant le korban, eh bien, on n'a pas le droit de devenir impur et de toucher ce korban avec la touma, comme on n'amène pas un animal qui est devenu impur. Ça serait amener un korban impur. De la même manière, il est interdit de boire du vin, parce que lorsqu'on va amener un korban, on ne doit pas être ivre, on ne doit pas avoir bu du vin dans la Avodat Hashem. Mais peut-être il y a un dernier point par lequel je conclurai tout ça, qui a été évoqué par un chacham très intéressant, qui est celui qui a écrit le commentaire le plus fondamental, le grand commentaire, le plus classique sur le livre du Kuzari, qui s'appelle Rabbi Yehuda Moscato, qui a écrit un commentaire qui s'appelle Kol Yehuda, qui est le commentaire classique du livre de Kuzari, et qui, à part ça, un chacham d'Italie, de l'époque de la Renaissance, qui a écrit des livres de drashot qui s'appellent Nefutzot Yehuda. Et dans ces drashot Nefutzot Yehuda, il a une dracha entière pour nous parler d'un passouk qu'on connaît bien, qui nous dit que Adam Etz Hasadeh, qui fait une comparaison entre l'homme et l'arbre. L'homme, l'arbre des champs, est-ce que l'arbre est un homme? Il y a un nombre infini de drachot qui ont parlé de ça. Mais dans sa dracha à ce sujet-là, Rabbi Yehuda Moscato dit la chose suivante, il dit, eh oui, puisque l'homme est quand même un arbre, mais c'est un arbre inversé, et cet arbre inversé prend ses racines au ciel, et les cheveux sont les racines. Alors il imagine de manière assez métaphorique les cheveux comme étant ceux qui se dressent justement pour avoir comme les différentes racines qui prennent source et qui permettent justement d'arriver du ciel vis-à-vis du monde. D'eux provient la Yenika, la Kedusha, d'où danger d'ailleurs. C'est pour cette raison-là qu'on dit attention, dès qu'il y a Yenika, dès qu'il y a la Kedusha qui se déverse, il y a en même temps danger, ambivalence justement de cette notion-là. Mais là où c'est très intéressant, c'est que à la fin de la période de la Nézirut, le Nazir donc brûle ses cheveux. Il n'a plus besoin maintenant de ces racines. Il avait ce surplus de racines pour avoir la Kedusha, il reprend la Kedusha naturelle, il n'y a plus besoin de ces racines vis-à-vis du ciel. Les cheveux reprennent la notion de Midat Hadin, et Midat Hadin d'une certaine manière c'est quoi? Ce sont les racines. Les racines c'est le Midat Hadin, c'est-à-dire c'est la façon de canaliser l'eau qui va alimenter l'arbre, la façon dans laquelle l'arbre va pouvoir puiser son eau. Il faut une Midat Hadin. Si on met de l'eau, il n'y a pas de racines, et ben l'eau s'éparpille, l'eau va un peu partout, comme un chesed trop largement dispersé. Et bien de cette même manière, le Nazir aurait donc à travers ses cheveux la possibilité de capter, de canaliser la Kedusha, et de cette manière-là, garder pendant la période de la Nézirut le rapport vis-à-vis de la Kedusha, qui devrait être immédiatement arrêté. Ensuite, on n'a plus besoin de cette Midat Hadin quand on est dans la situation normale qu'on a. Mais qui se trouve derrière tout ça? Quelque chose de fondamental. Le Nazir se retrouve à l'instar d'Adam Arishon avant la faute. Et là, on retrouve quelque chose de, je dirais, de métaphysique au-delà de l'histoire. Le Nazir ferait peut-être, dans ces trois pratiques essentielles, le tikkun d'Adam Arishon. De quelle façon? Premièrement, Adam Arishon est celui qui a amené la mort. Le Nazir s'éloigne de toute Toum'a. Il n'est pas impur, il ne touche pas l'impureté liée à la mort, comme si jamais cette période de Nézirut l'éloignait, le séparait, Nézer, Mézira Auto,
de la situation mortelle qu'on a depuis Adam Arishon. Le deuxième point, Etz Hadarat. D'après une lecture, l'arbre de la connaissance de Etz Hadarat était des raisins, était une vigne, et Adam Arishon aurait bu le vin. Le vin comme étant le fruit Etz Hadarat. Il ne boit pas du vin, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans le nazir, c'est pas simplement le fait de se saouler, puisqu'il ne peut pas boire du vin et de tout ce qui sort des raisins, mais si il y a un alcool qui serait fait avec un autre élément qui n'est pas du vin, il n'aurait pas d'interdiction. Et troisième point, à Nazir, il y a dans un passage du Midrash où on nous dit il y a 6 personnes qui retrouvaient un peu la personnalité d'Adam Arishon, et parmi les 6 personnes qui tout au long de l'histoire représentent Adam Arishon, on nous dit de Avshalom, Besseraro. Avshalom, qui était aussi avec tous ses cheveux, était un peu à l'image d'Adam Arishon. Le Nazir, à travers ses cheveux, retourne un petit peu d'une certaine manière à cette situation d'Adam Arishon. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que sur le bord de la source d'eau, là où le Nazir, chez Mamina Darom, a eu ce Yetzerara, est-ce qu'il n'aurait pas vu 3 manières peut-être d'entrevoir justement ce que les Aïn Amaïm. Aïn Amaïm, c'est très intéressant. Vous montez sur la montagne et vous progressez, puis à un certain moment, vous arrivez et vous voyez un lac. Et ce lac-là est appelé Aïn Amaïm. Aïn Amaïm, c'est-à-dire c'est un œil à quel jour dispersé sur la terre différents yeux qui nous permettent d'entrevoir dans le reflet de ces yeux des mondes supérieurs, d'autres choses, des révélations qu'on n'aurait pas. Voilà, Al-Aïn Amaïm, celle de Yecheskel, celle du Nazir chez Bamina Darom, de ces différents yeux, que voit-on? On voit d'abord l'anti-narcisse, la manière de se libérer, de réparer, de réharmoniser une âme déchirée, justement parce qu'elle est, et la façon dont elle se manifeste, dont elle est perçue, dont elle est vue. Est-ce que d'une certaine manière se libérer n'est pas justement la possibilité de prendre comment dire, toutes les responsabilités de trouver l'union, de trouver l'assemblement de ces parties éparpillées, pas simplement de l'âme personnelle, mais de l'âme collective du peuple juif. Deuxième point, c'est le rapport politique, le rapport dans lequel, par le fait de voir dans cette source, on entrevoirait peut-être le rapport avec toutes sortes de rébellions, à la façon d'entrevoir les cheveux comme étant le manifeste de l'insoumission. Est-ce que justement, au-delà de cette révolte entre quelqu'un de plus conservateur, quelqu'un de plus innovant, il y aurait là quelque chose à creuser dans le personnage du Nazir. Et troisièmement, la nature même de l'homme, perçue dans le temps qui passe, dans la possibilité d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, aurait dans cette période de Nazir, par la conception même, par la compréhension même de son état périssable et mortel, un petit peu plus de Kedusha qui lui permettrait de tirer à lui, d'aspirer, de recevoir un petit peu de toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu peut lui donner, ces cheveux-là comme étant le Nazir, en étant les racines qui lui donneraient du ciel un petit peu de Kedusha. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Chouraki, pour cet exposé riche et varié. Je demande, vous pouvez ouvrir les micros, chers amis, pour poser vos questions. Vous pouvez rallumer aussi votre... Oui, monsieur Chazout, allez-y. Erev Tov, effectivement, non seulement c'était enrichissant, mais c'était haletant. Au niveau de... je vois plus le Rav Chouraki. Vous ne me voyez pas? Personne ne me voit? Moi, je me vois. Si, c'est bon, Rav, là, on vous entend. Voilà. Je me vois, mais enfin, vous savez, se voir, c'est quelque chose de très dangereux. On n'en a fait que d'en parler depuis 1 heure. Non, tout à fait, mais c'était au moins pour avoir un dialogue. C'était haletant. Au niveau de quand vous commencez en ramenant la Haggadah du Nazir Sheba mi-Darom, quelle était la particularité de Darom s'il venait d'ailleurs? S'il était venu d'ailleurs, Sheba mi-Darom, alors effectivement on sait que la Chorma vient de Darom, etc. Mais pourquoi la Haggadah parle du non-partage, donc avec le Tana du repas, parce qu'il vient du Darom?
Oui, effectivement. Alors, je développe un peu plus. Alors, effectivement, la chorma vient du darom. Et une des explications pourquoi la chorma vient du darom, je leur rentrer dans le sens très simple. C'est que on nous dit le darom est en Israël les régions les plus désertiques. Negev est appelé Negev chez Menougav Mikol Bracha, Mikol Tova. Il y aurait comme une sorte de corrélation entre le fait de n'être, comment dire, dans la simplicité matérielle et climatique et qui permettrait à la chorma de se développer. Alors que plus comment dire, la profusion, les richesses, la bracha, elle porte en elle quelque chose qui risquerait de nous éloigner de la chorma. Celui qui voudrait l'Arkim, Yadrim, il serait dans le côté Patma Melar Tochal ou Maïm Mesurat Tishte. Pas simplement de manière excessive, mais en sachant que c'est quelque chose qui nous éloignerait. Et donc le Nazir Shema Minadarom est à la fois un Roaxon, quelqu'un qui a un travail, je dirais, le berger, on se retrouve dans celui qui est à l'écoute de quelque chose de prophétique, quelque chose qui est Minadarom, c'est-à-dire pas dans le côté de l'opulence et de la richesse, c'est l'endroit où il pourra avoir la chorma, et dans le cas particulier, il a justement le comble de ce rapport entre la façon dont il est vu et dont il existe maintenant, dont il est perçu. Peut-être, lorsqu'on est trop dans l'opulence, eh bien, on ne fait beaucoup plus attention à son image, on a beaucoup moins de facilité à justement décomposer ce que l'on est, de la façon dont on se voit, dont on est perçu, dont la société peut nous voir. Et donc c'est peut-être justement parce qu'il était Nazir Sheba Minadarom qu'il a réussi à nous enseigner cet enseignement du rapport à l'image qu'il a dans la source. C'est toute la problématique de l'axe nord-sud. Une dernière question, au niveau du fétichisme, j'ai plus en tête dans quel Gemara, quand on dit Mepene Seva Takum, alors on sait bien que c'est Seva, là-bas Seva c'est le cheveu blanc, oui. Mais c'est ce qu'il représente. Oui, pourtant oui, dans le pshat c'est bien Mepene Seva Takum. Oui, non, mais on a les deux aspects. Le Mepene Seva Takum et Adarta Pene Zaken. Un, c'est pour celui justement qui a vu sur qui a vu sur lui comment dire, l'âge qui s'est présenté, donc la possibilité à travers le absolument. J'en parlais, Rabbi Yehuda Halevi, mais donc à travers le cheveu blanc. Donc il y a du respect pour les cheveux blancs. Chaque cheveu blanc est comment dire, une médaille pour comment dire, une Sarah, etc. Les gens qui promènent leur médaille et qui sont lourds de leur médaille, eh bien l'âge donne à chacun comment dire, les différents cheveux blancs, justement de toute comment dire, l'expérience de toute une vie. Alors il y a à la fois celui qui est par l'âge et à la fois Zaken, Shekana Chochma, même si jamais c'est pas la chorma de l'âge. Donc il y a les deux aspects de la chose. Mais bien entendu, on pourrait dire les cheveux, et je n'ai pas comment dire, ouvert l'envoi parce qu'on n'en finirait plus. Le rapport justement périssable des cheveux est double, parce que je disais les cheveux blancs, oui, mais vous pouvez dire aussi le fait de n'avoir plus de cheveux. Et on peut parler de la calvitie, alors là ça devient très intéressant. Ne plus avoir de cheveux est aussi signe de l'âge, mais a aussi toute une longue histoire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a conquis les ennemis, chez les Indiens peaux-rouges d'Amérique, on prend le scalp? Eh bien justement, parce qu'à ce moment-là, on s'approprie à travers les cheveux un petit peu de ce qu'on imaginait être le représentant justement de la vie, de ce qui va être éternel, et en laissant justement par le côté chauve. Et on pourrait aller beaucoup plus longuement sur le développement de ce qui chauffe, mais ce serait peut-être pour un autre cours. Toda Rabba Kol HaKavod. Toda Rabba, merci beaucoup. D'autres questions, d'autres réactions? Toda Rabba, merci beaucoup Rav Chouraki et à très bientôt. On espère dans 2 semaines pour d'autres enseignements. Kol Tov, shalom. Shalom.